Donc, le projet de documentaire est né de deux expériences différentes qu'on a eues de la région andine. Donc Alexandre en Équateur, où il a vécu dans un petit village pendant 1 an, et moi à Lima, donc qui n'est pas dans la région andine, mais où j'avais l'opportunité de me déplacer régulièrement dans les Andes. En rentrant en France, on a confronté en fait nos deux expériences et les visions qu'on avait eues de cette région-là avec celles qui étaient transmises dans les documentaires ou dans la presse en général. Et on s'est aperçu que ce qui nous intéressait, c'était les mélanges entre modernité et tradition et leurs conséquences, l'émergence de nouveaux modèles culturels qui pouvaient se produire. Donc on a cherché un moyen, une clé d'entrée pour pouvoir témoigner de ces changements. Donc on a choisi le hip-hop, qui nous paraissait une très bonne illustration d'un mélange entre la modernité musicale, donc d'un mouvement importé des États-Unis, et la tradition, parce que c'est un hip-hop qui se fait en langue indigène, en Bolivie, donc en Aymara, où ils reprennent à la fois des instruments et des éléments culturels qui sont inscrits dans la tradition andine. Alors on a décidé de travailler sur la Bolivie parce que c'est un pays qui est particulièrement intéressant au niveau de l'identité indigène. C'est un pays qui a déjà la majorité indigène dans sa population. Et au niveau politique, avec l'accession d'Evo Morales au pouvoir, il y a beaucoup d'enjeux, il y a eu beaucoup de mouvements autour de la valorisation de la culture indigène. Et c'est intéressant de voir comment le mouvement hip-hop national s'est emparé de cette question. Et c'est pas un hasard si l'émergence d'un mouvement rap en Bolivie est concomitant de l'apparition de ces questions au niveau politique. Puisque c'est en 2003, pendant la guerre du gaz, que les premiers groupes de rap boliviens ont vraiment émergé sur la scène nationale, voire même internationale, même si c'était assez furtif. Et donc du coup, on avait vraiment un bon angle pour parler à la fois de la culture indigène et du rap, en utilisant la Bolivie comme exemple. Aymara guna kanci abya jala manta hatari kukuna nyukan cikai bikau sakunci warang ka wata manta baca caira kudag niwanci halpas niyu runga kuna nisba nitak angka cikuna cicu ayu runga kuna kasban cipta arsus ki Jesus ki ciwi tamistus ki winya liasunya taki winya kakanya taki hani haniwa hamda kasnya taki humas nayas hajadar sunya taki hamda kasinyampi ampi Warang kanakawa Warang kanakawa Ay marmarka hawilang pitu bakatari Ukasuti nakakel kanya terkaro kel kanyani Alors c'est un projet qu'on a mis 3 ans à réaliser du début à la fin, qui se découpe en 3 étapes en fait. Dans un premier temps, on s'est beaucoup documenté. Donc à la fois sur le sujet politique et social, on a beaucoup lu. Ensuite on a aussi fait toute une phase d'appel téléphonique avec les rappeurs pour choisir finalement qui on allait rencontrer sur place. On est parti ensuite donc pendant 3 mois. 3 mois dans lesquels on a rencontré le plus de gens possible dans le hip-hop bolivien pour savoir avec qui on allait travailler dans le documentaire. On a tourné pendant quasiment 2 mois. Pour être le plus proche des personnages, pour dépasser la relation caméra-personnage. Et ensuite, en revenant, on a fait 6 mois, 1 an de post-production et montage. Le hip-hop apporte plusieurs types d'éclairages différents sur la société bolivienne. Je pense que une des choses qui nous a le plus intéressé quand on a tourné le documentaire, qui n'était pas forcément ce à quoi on s'entendait au début, c'est la manière dont finalement le hip-hop reste une voix de la jeunesse, et une voix de la jeunesse sur sa propre société. C'est-à-dire que tous ceux qu'on a rencontrés, tous les rappeurs qu'on a rencontrés, sont de toute façon, moins de 30 ans, quasiment, et d'une certaine manière, ils témoignent des évolutions qui ont pu se produire en Bolivie suite à l'élection d'Evo Morales. C'est-à-dire qu'on est 10 ans après la guerre du gaz, 8 ans après l'élection d'Evo Morales, donc finalement les jeunes, notamment FM Once, le groupe qui ont 20 ans, le frère et la sœur, c'est la résultante
ils ont vécu le cambio et aujourd'hui ils témoignent des conséquences chez la jeunesse du cambio bolivien. Et c'est aussi intéressant parce que c'est un bon baromètre, on va dire, de la pénétration de la mondialisation en Bolivie, parce que le style rap est quand même quelque chose qui vient clairement des États-Unis, et de voir comment la société bolivienne réagit à l'incorporation de ces influences extérieures, c'était très intéressant de voir entre les résistances, ceux qui au contraire s'homogénéisaient vraiment vis-à-vis de cette culture, et ceux qui essaient de faire des métissages. C'était intéressant du coup d'utiliser le rap pour voir à quel point la Bolivie était en contact avec justement le reste de la planète à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça qu'on a ce système. La Bolivie, on l'a découvert, on la connaissait déjà, mais une des choses que je pense qui est le plus intéressante, c'est un des rappeurs qui nous l'a dit, qui s'appelle Marraqueta Blindada, qui apparaît pas dans le documentaire, mais qui a une vision, parce que lui a travaillé à l'émergence du hip-hop. Il nous disait, la Bolivie de toute façon c'est un pays super kitsch. Et je pense que dans un sens c'est le cas, c'est-à-dire qu'il y a énormément de mélanges et qui crée des choses très kitsch. Dans le documentaire on voit par exemple du catch de chola, donc qui sont des femmes habillées avec des habits traditionnels, qui font du catch au milieu des Andes. C'est très kitsch et en même temps c'est une fusion culturelle complètement improbable. Et c'est quelque chose qu'on voit rarement finalement dans les médias. Je pense que c'est le côté kitsch. Moi aussi, une autre chose qui m'a surprise, qui est que sur un registre différent, c'était on était vraiment dans une vague de retour du cambio et de déception de certaines couches de la population que moi j'avais pas identifiées avant. Parce que pendant le tournage, on a eu un nombre de manifestations de mineurs très importantes, une jeunesse qui était quand même un peu désillusionnée vis-à-vis de ce que pouvait amener Evo Morales. Donc moi j'avais pas anticipé qu'on aurait ce contre-coup vis-à-vis d'Evo Morales à ce point-là dans la société bolivienne, quoi. L'accueil il a été plutôt bon parce que là on a été sélectionné par exemple au festival de cinéma d'Alès qui est un festival d'envergure nationale, et le thème disons du hip-hop et de la Bolivie qui surprend en lui-même attire en fait l'attention du public. Donc nous par exemple au festival d'Alès on avait une projection prévue et ils ont dû refuser du monde à l'entrée parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient revenus. On a eu une deuxième projection et les gens, on va dire les personnes qui sont venues, les comptes rendus de projection étaient quand même très bons. Non, et à chaque fois il y a des débats qui sont assez intéressants qui se posent après la projection, où les gens sont en fait curieux de savoir ce qui est devenu la Bolivie d'aujourd'hui. C'est un pays dont on a énormément parlé au moment de l'élection d'Evo Morales et dont aujourd'hui qui est sous les radars, personne n'en parle, et les gens sont très curieux de savoir quelle a été l'évolution de la révolution indigeniste menée par Morales. Donc ça attire beaucoup de questions, et nous c'est toujours très intéressant de parler de ce qu'on a vu avec les gens et de donner le retour d'expérience sur, voilà, sur ce que transmet la jeunesse, sur ce que transmet la jeunesse bolivienne, notamment à travers le hip-hop, mais à travers d'autres choses aussi. Oui, alors effectivement, nous on s'attendait en partant, on pensait vraiment trouver là-bas sur place un mouvement rap, c'est-à-dire vraiment qu'il y ait une unité et un lien qui unisse les différents groupes de rap au niveau de La Paz déjà et au niveau national. Parce que c'est effectivement la dynamique qui arrivait en 2003, mais on s'est aperçu que 10 ans après, ce qui avait persisté, c'était principalement des individualités qui avaient porté des groupes, mais qui n'avaient pas vraiment une conscience de mouvement unitaire et qui n'avaient pas vraiment de mouvement collectif dans le rap. Et donc ça a un peu compliqué notre travail sur place, parce que du coup, il a fallu qu'on trouve les bons interlocuteurs, malgré les rivalités qu'il pouvait y avoir internes aux différents groupes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les groupes qu'on est allé voir à la base, qui sont les groupes qui ont émergé en 2003, donc très politiques, qui rappaient en Aymara, continuent à faire ce rap, mais c'est pas ce qui nous a paru finalement le plus intéressant alors qu'on venait pour eux, dans le sens où c'est une manière pour eux, avant tout, d'être connus à l'étranger. Parce que quand on fait du hip-hop en Bolivie, concrètement, on ne vend pas de CD. Donc la seule manière de vivre de ce hip-hop, c'est soit de vendre des CD à l'international, donc d'attirer la presse internationale, soit de travailler avec des ONG. Et donc du coup, finalement, ils sont obligés de faire le hip-hop qu'on attend d'eux à l'étranger. Donc ils continuent à faire du hip-hop en Aymara, ils continuent à mettre des ponchos pour faire des clips, mais sans forcément y croire. Donc nous on a trouvé qu'il y avait une dimension d'instrumentalisation de sa propre culture, quoi. C'est de la folklorisation des Andes, qui est pas du tout ce qu'on voulait transmettre dans le documentaire. Et du coup ce qui nous a peut-être plus intéressé, c'est les jeunes comme FM et Once, qui écoutent du rap français, du rap américain, mais qui dans leur côté naturel, finalement transmettent beaucoup plus de choses, même si c'est pas politisé, mais ils transmettent beaucoup plus de choses politiques que les groupes comme Wayne Arab qui avaient un discours parfait pour des médias occidentaux finalement.
Lluvia del amanecer, despertar del bello ser, con líneas mojadas, se refresca con el agua. Entonces ellos nos purificamos el alma, uniendo elementos para transmutar lo externo, brisa suave, soltar lento. Agua que cae, cantar con tu pensamiento, liberar sensaciones que se atrapan con el tiempo, reflejando el punto medio, cielo y verdad. Fuego y agua, lluvia que nos une y alimenta, cuerpo, alma, vida y calma. Será siempre la voz que nos conecta, aclarando, purificando, en silencio recordando lo que fuimos, quienes somos y a dónde vamos. Anda, avanza, hay un buen ser, diremos de todo su poder. Desde ti y en mí, caudal y yo, marcamos el camino a seguir. Los que vinimos a legalizar en este momento estamos acá. Toda la gente que le hizo una mano arriba. Et traditions et leurs conséquences, l'émergence de nouveaux modèles culturels qui pouvaient se produire. Donc on a cherché un moyen, une clé d'entrée pour pouvoir témoigner de ces changements. Donc on a choisi le hip-hop qui nous paraissait une... En rentrant en France, on a confronté en fait nos deux expériences et les visions qu'on avait eues de cette région-là avec celles qui étaient transmises dans les documentaires ou dans la presse en général. Et on s'est aperçu que ce qui nous intéressait, c'était les mélanges entre modernité, une très bonne illustration d'un mélange entre la modernité musicale, donc d'un mouvement importé des États-Unis, et la tradition, parce que c'est un hip-hop qui se fait en langue indigène, en Bolivie, donc en Aymara, donc le projet de documentaire est né de deux expériences différentes qu'on a eues de la région andine. Donc Alexandre en Équateur, où il a vécu dans un petit village pendant un an, et moi à Lima, donc qui n'est pas dans la région andine, mais où j'avais l'opportunité de me déplacer régulièrement dans les Andes.